On a décidé de présenter sur cette table des carnets de croquis. Ce ne sont pas vraiment des carnets de croquis, ce sont des dessins qui sont mis ensemble par série et qui sont souvent le reflet d'un travail qui se fait dans un autre atelier au niveau de la peinture. Et ces traces qui sont laissées dans ces carnets sont plutôt des usures de forme, ou au contraire des recherches sur un motif ou sur l'extinction d'une couleur. Donc ce ne sont pas vraiment ni des ébauches, ni des carnets de croquis, ni des esquisses, mais des séries de dessins qui sont censés dialoguer, renvoyer des choses aux peintures qui vont se faire ailleurs, et les peintures vont renvoyer de nouveau des signes pour poursuivre une autre série à travers ces albums, on va appeler ça ces machins. Quand je prenais possession d'une toile, on appelait ça des toiles libres, je la fondais, je la biffais. Donc c'est au moment où quelque chose se défait, où il y a quelque chose qui va se détacher d'autre chose, il restera toujours cette plaie, cette blessure qui, là, vient zébrer, balafrer le support. Et ce geste, on retrouve dans ces choses aujourd'hui, où il y a cette espèce de volonté de découper, après d'essayer de colmater, de couturer, et c'est pour cela qu'il y a ces espèces de petites dents. Et là, pour poursuivre, dans ces dernières formes, qui sont les semi-mandorles, en quelque sorte, initialement, cette forme, elle est comme ça. Elle est complète, elle est dans notre peinture, dans notre art occidental chrétien, c'est normalement l'image du Christ ou de la Vierge en majesté. Bien sûr, je prends cette histoire, je prends cette forme, ce support, mais je le coupe, je le fends, je le coupe en deux, et en plus, je le mets dans une position ancienne, c'est la semi-mandorle gisante, en quelque sorte. Alors qu'initialement, c'était une forme en majesté. Donc, à chaque fois, dans mon geste, dans mon choix de support, dans la forme du support, je commets un acte irréparable, en quelque sorte, de coupure, de séparation. Je suis un artiste pauvre. Je fais allusion à l'art pauvre, là, mais effectivement, tout est bon, du moment qu'il y a une trace, du moment qu'il y a une couleur, du moment qu'il y a une matière, elle est tout ça, ça rentre là-dedans, on va essayer d'en faire quelque chose. Il y a un côté brocanteur. Et puis je pense à une phrase d'un poème, un texte d'un poète qui s'appelle Christian Hubin, et qui dit comme ça: les poètes sont des morts qui voient. Et j'ai l'impression qu'il est optimiste. Que les peintres, les peintres sont morts. Et que la peinture, elle aussi, est morte, et il n'y a plus que ces dépouilles, ces restes, ces lambeaux, cette forme qui voudrait être épanouie, mais qui est gisante. Alors bien sûr, dessus, on essaie de rattraper les trucs. Alors on essaie de construire, on met une grille, on va mettre de la couleur, ça va vivre, mais la couleur, ça va faire un pâté, ça va faire un geste qui va là aussi glisser. Et là, j'ai choisi un support plastique, vraiment absolument ingrat, sur lequel rien n'adhère. Il faut que je me passe au papier de verre pour qu'il y ait un petit bout de machin qui s'accroche à un bout de la vie, un bout d'encre. Sans ça, ça partirait au premier coup de vent. Dans ces toiles, c'est pareil, le côté un peu... c'était un peu festif, tiens, il y a une espèce de fanion, il y a un reste de fête. Mais ma foi, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Ça voudrait se passer. Devant ce pessimisme que tu mets un peu en avant, et qu'on connaît aussi, chez toi sans te connaître, mais bon, je trouve que dans ton travail, il y a une chose tellement tonique et tellement... Enfin, pour moi, ça me donne une pêche pas possible quand je vois tout. Tout, une tache, une couleur, un machin, comme tu dis. Par exemple, j'ai en face cette chose noire et orange,
Et pour revenir sur la dernière chose dont on parlait là, où tu parles de mots, de poésie et tout, et pour moi, il y a exactement la même sensibilité, le même rapport de deux mots qui font cette espèce de carrefour qui nous induit dans une troisième chose. Et là, je le vois tout pareil entre le orange et le noir. Et il n'y a pas de différence entre la couleur et moi, je le lis comme ça. Ton travail, je le lis comme le même carrefour dont tu parles de la poésie, en fin de compte. Oui. Et c'est ce que je veux dire, c'est que pour moi, tout est très tonique et très réjouissant. Moi, ça me fait plaisir, ça me donne... Alors que tu sembles être ce truc qui pendouille et tout. Je vois tout le contraire de ça, moi. Moi, c'est l'inverse. Alors, où je voulais en venir, est-ce qu'il n'y a pas, là, une grande maîtrise de travail, d'une vie de travail, d'années de travail? Tu poses un trait de crayon barbouillé, paf, il est bien mis dans la page, il dit tout ce qu'il a à dire. Tu mets une couleur, n'importe quoi, à côté d'une autre, et hop, ça parle, ça se répond, et c'est exactement mis en place là où ça va nous toucher. Bon, ça a l'air d'être fait comme ça, de rien, tout, et en fin de compte, ça va toujours droit au but, c'est toujours à la bonne place. C'est toujours et très vivifiant en fin de compte. Alors c'est tout contraire à ce que tu es. Est-ce que ça peut ne pas émouvoir et être intéressant? Voilà, moi c'est la question que je pose. Et pour moi, Joël pose d'une manière dynamique cette question-là, qui m'intéresse au plus haut point. Voilà. Bon, à toi la répétition. Voilà. C'est-à-dire qu'on a le droit aussi, quelque part dans l'art, que ça ne fasse pas écho à nous et que ça puisse s'ouvrir sur autre chose d'universel. Et pour moi, Joël est un peu dans cette tranche-là. La poésie, c'est quelque chose d'universel. C'est une écriture qui s'entend, qui concerne quelque chose en dehors de notre sphère. Et moi, ça, j'aime ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il peut y avoir, effectivement, dans ce ressassement, et c'est là que, à travers ces cahiers ou d'autres choses, que la forme va s'user et elle va finir par m'ennuyer. Mais il va falloir que j'aille jusqu'au bout de cet ennui. Il va falloir qu'effectivement, j'aille jusqu'au... si c'était l'écriture, jusqu'au mutisme, jusqu'à la page, retourner à la page blanche. À force de le ressassement, on va faire appel à Blanchot, mais effectivement, c'est un monsieur important dans la formation de mon esprit. Le lecteur de Blanchot, lui, Dieu sait s'il a pu en parler avec force et génie, monsieur Blanchot, de ce ressassement et la nuit de l'ennui. Et quand on lit Marguerite Duras ou d'autres moins connus, là aussi on ressent ces ennuis. J'irais même chez un autre auteur où il y a de l'ennui, Julien Gracq, qui est un magnifique prosateur. Mais qu'est-ce qu'il fait là au bord sur la plage, là, à attendre un vaisseau qui gîte à l'arrêt, etc. Mais c'est d'une grande beauté. Mais qu'est-ce que ça peut être ennuyeux? Ton balcon fort, il attend quoi? Il attend que la guerre se déchaîne, il ne se passe rien. Mais c'est d'une beauté. Par exemple, la question de la beauté ne se pose plus du tout aujourd'hui dans les termes qui furent ceux d'une époque où on pensait l'émotion à partir de la beauté et la beauté et l'émotion à partir d'un certain rapport à la vie, etc. Dieu est mort, entre-temps. Et c'est d'ailleurs à partir de là que Blanchot travaille. Mais ce que je veux dire, parce que moi j'étais très intéressé par les questions de Taïf Canard et moi je crois beaucoup, quand un travail s'impose, même chez des gens qui ne connaissent absolument rien à l'histoire de l'art, qui n'ont jamais vu l'art chrétien, ça s'impose parce que ça tient. Et si ça tient, c'est parce que ça a fait un parcours. Et que les gens, même s'ils eux n'ont pas fait ce parcours, ils sentent qu'il y a ce parcours. De toute façon, s'ils ne l'ont pas fait, ils en ont fait quand même un petit bout. Parce que c'est exactement comme la récapitulation embryonnaire. Nous sommes tous passés par la souris, la grenouille, plus ou moins. Voilà. Si on regarde un embryon, nos embryons, ils sont tous plus ou moins passés par
la cellule de la soupe primitive, et on parcourt absolument tout. Et c'est ce que dit Freud à propos de la pulsion.